Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La station au mont Arafat a eu lieu ce jour jeudi à la Mecque sans grand problème. Les pèlerins de l'agence Sauki Voyage ont effectué ce rite sain et sauf à la grande satisfaction de la dite agence. Le point avec Hassan Saleh Mustafa. C'est un pari gagné au Hajj édition 2017 par agence de voyage Sauki Voyage. En effet, tous les pèlerins qui ont fait confiance à cette agence ne disent pas le contraire. Tous les rites du Hajj se sont bien déroulés. L'un des rites les plus difficiles, c'est l'escalade du mont Arafat. Ce jeudi, tous les pèlerins de Sauki Voyage l'ont accompli sain et sauf et sans aucun problème. Et comme d'habitude, le responsable de l'agence Sauki Voyage, El Hajj Cheikh Abbas Ibrahim et son staff, toujours aux côtés des pèlerins dans le seul but de permettre à ces derniers d'effectuer un Hajj Mabrour. Le premier responsable de cette agence, l'infatigable Cheikh Abbas, continue comme dans les étapes précédentes de sensibiliser les pèlerins sur le comportement à observer tout au long du séjour en Terre Sainte. Ainsi, après le mont Arafat, la prochaine étape est Muzdalifa. Là-bas aussi, les pèlerins de Sauki Voyage vont procéder au lynchage du Satan ou jet de pierre. Pour réussir cette étape, les responsables de l'agence de voyage Sauki à la tête du peloton, El Cheikh Abbas, continuent les mêmes sensibilisations. À l'édition 2017 du Hajj, les responsables de Sauki restent plus que jamais déterminés à assurer le meilleur service aux pèlerins. Une façon pour cette agence d'honorer les engagements pris vis-à-vis des pèlerins en les garantissant un agréable séjour à la Mecque. L'Oumma islamique du Niger va célébrer la fête le samedi 2 août prochain, fête au cours de laquelle il est recommandé aux fidèles de d'immoler un mouton. Oustaz Haladou Yahya nous livre l'importance de cette fête de Tabaski. Il faut être musulman. Tout musulman peut le faire, et même un mineur et dont les biens sont gérés par quelqu'un, et même un malade mental, on peut lui faire ce sacrifice dans ces biens qu'on est en train de gérer. On voit combien c'est important. Donc ça veut dire que qu'on soit célibataire ou marié, on peut faire ce sacrifice. On peut faire ce sacrifice, y compris les femmes. Chacun peut faire ce sacrifice, et cela est très important à telle enseigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour du jugement dernier, l'animal se réveillera intact avec cornes et sabots. Et d'ailleurs, le sang du sacrifice, avant qu'il parvienne au sol, Allah subhanahu wa ta'ala va le quantifier. Et cet animal sera la monture, donc va faciliter la traversée du pont qu'on appelle Sirat, donc un mur entre la personne et le feu de l'enfer. La fête de la Tabaski sera donc célébrée le 2 septembre au lieu du 2 août comme annoncé tout à l'heure. Ils sont visibles partout dans les quartiers de Niamey. Ce sont les jeunes limeurs de couteaux à l'occasion de cette fête de Tabaski, un service de jeunes beaucoup apprécié par les clients. Reportage Hajara Kolo et Aboubakar Souley. Gagner son pain à la sueur de son front est la vocation de ces jeunes qui profitent de la fête de Tabaski avec le limage de couteau, une activité qui marche actuellement à Niamey. Le marché est vraiment florissant à l'approche de cette fête. Les gens viennent en abondance pour aiguiser leurs couteaux, et le prix varie en fonction de la taille du couteau. À cette période, le marché se présente bien. Après l'achat des couteaux, on aiguise les couteaux à 100 francs, 200 et voire même 500 francs pour qu'on puisse gagner un peu.
Le limage est un métier très apprécié par les clients, qui encourage d'ailleurs les jeunes qui l'exercent. Je les encourage et je demande à d'autres jeunes de les emboîter le pas que d'aller voler ou bien d'aller faire d'autres actes qui ne sont pas conformes à leur vie. Il vaut mieux faire un travail légal où tu vas trouver de quoi vivre et légalement que tu as acquis aussi à la sueur de ton travail. Tous les métiers se valent. Ces jeunes l'ont bien compris en se lançant dans le limage des couteaux à l'occasion de la fête de Tabaski, au lieu de passer leur temps à errer dans la ville de Niamey. Point de presse ce jeudi du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX. Objectif à éclairer l'opinion nationale de la situation qui prévaut actuellement dans les universités du Niger, une situation que le SNEX lie à la création de plusieurs universités à l'intérieur du pays. Résumé avec Mariama Barmou et Halidou Bourema. Les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur sortent de leur silence et tapent du poing sur la table pour exiger le paiement des arriérés de salaire et d'autres droits avant la rentrée académique prochaine. Depuis un certain temps, les anciens chercheurs et chercheurs sont accusés à tort, n'est-ce pas, pour dire que c'est eux qui sont responsables des retards académiques dans nos différentes universités. Et nous, objectivement, nous pensons que c'est au contraire le retard dans le paiement des bourses et des arriérés et des aides sociales, n'est-ce pas, qui sont donc en fait responsables donc de ce retard. En ce sens, donc, quand vous prenez, n'est-ce pas, la simple année académique 2017, il y a un certain nombre donc de jours que les étudiants ont chômé, jusqu'à 69 jours. Et c'est parce que leurs bourses et aides ne sont pas payées. Et cela crée donc des débrayages. Et ces débrayages donc contribuent au retard. Comme vous le savez, nous sommes dans le système LMD, licence, master, doctorat. Pour le syndicat des enseignants-chercheurs, tous les problèmes des enseignants-chercheurs sont liés à la création des universités dans la région dont l'État a du mal à prendre en charge. Malgré tout, les enseignants, n'est-ce pas, assurent leur activité. Malgré les difficultés, quand vous prenez l'exemple de Tilaberi, ils ont 2 mois d'arrivée de salaire. 2 mois, en fin août, ça fait 2 mois. Et dans ces conditions, comment vous pouvez demander à un enseignant, n'est-ce pas, de faire plus? Mais malgré tout, ils ont même fini l'année. En dehors donc des salaires, il y a d'autres frais qui ne sont pas encore payés dans toutes ces universités. Donc c'est pour dire que il ne faut pas qu'on nous accuse à tort. On fait notre travail et c'est notre devoir. Ça, on n'a pas demandé autre chose. Et c'est pour dire que en dehors des salaires et d'autres droits, il y a plein de problèmes qui sont là dans ces universités. Parce que vous voyez les infrastructures autres, on n'en a pas suffisamment. D'autres structures, on utilise 2 flux. Par exemple, quand vous prenez l'exemple de la fac des sciences, première année, on a jusqu'à 1200 étudiants. Sur 1200 étudiants, on n'a qu'un amphi de 300 places. C'est 2 enseignements, même enseignements pour 2 groupes. En fait, on en a fait 2 groupes. Ainsi, pour amener les autorités à satisfaire les points de revendication des enseignants-chercheurs, le SNEX menace d'aller en grève dans les jours à venir. Un préavis de grève de 3 jours a été déposé sur le bureau du ministère des Enseignements supérieurs. D'ores et déjà, le ministre Yahouza Salissou a rencontré le SNEX dans le souci de trouver une solution aux revendications avant l'expiration du délai. La coordination des ONG et associations féminines du Niger, Kongafen, a organisé ce 31 août, jour de la montée de Arafat, une fatia en faveur de 39 femmes et enfants enlevés de Ngalewa le 2 juillet dernier aux sinistrés des inondations et aux forces de défense et de sécurité. Le résumé de cette fatia.
Par cette fatia, la coordination des ONG et associations féminines du Niger apporte son soutien aux 39 femmes et enfants enlevés à Ngalewa le 2 juillet dernier, aux sinistrés des inondations et aux forces de défense et de sécurité. Un jour bien choisi par la Congafen car la fatia est dite ce jeudi, jour de la montée du Arafat. Le premier point, c'est par rapport aux événements survenus le 2 juillet à Ngalewa, dans le département de Guéguimi, région de Difa, où 37 femmes et enfants ont été enlevés par des malfaiteurs. Raison pour laquelle nous avons tenu à faire cette prêche d'aujourd'hui, en ce jour béni d'Arafat, pour implorer Dieu, pour implorer Allah, pour que d'abord ces personnes soient en bonne santé, en parfaite santé, sains et saufs, et pour que ces malfaiteurs, partout où ils sont, puissent nous entendre, parce que c'est un cri de cœur, c'est un appel pour que ces personnes soient de retour de leurs familles respectives. Le deuxième point, c'est par rapport aux inondations survenues sur tout le Niger, sur tout notre pays, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des familles endeuillées, il y a des dégâts causés et il y a eu des sinistrés. Donc nous présentons nos condoléances à ces familles, bon rétablissement aux malades et vraiment demandant à la population d'appuyer, d'amener leur contribution pour ces familles sinistrées. Demandant à nos autorités d'abord de mettre tous les moyens nécessaires pour appuyer les forces de défense et de sécurité. Nous demandons aussi à nos forces de sécurité, de défense et du courage, surtout du courage parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Nous les remercions aussi pour toutes les actions menées sur le terrain. Cette fatia suivie de prêche a réuni plusieurs femmes, une façon pour ces femmes de marquer leur compassion face à cette douloureuse situation que traversent ces femmes enlevées et ces sinistrées. Souhaitons que cette fatia, ce jour d'Arafat, soit exaucée. Amin. La section lycée au collège de la région de Niamey a animé ce matin un point de presse au lycée Issa Korombe. Objectif, fustiger le non-respect de leur plateforme revendicative par les autorités de la région. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Après l'expiration de l'ultimatum par rapport à la requête de doter les collèges et lycées de Niamey en matériel didactique et d'infrastructures adéquats, la section lycée et collège est montée au créneau pour fustiger leur mécontentement par rapport aux responsables de la région de Niamey, mais aussi aux autorités en charge de l'éducation qui ne s'en soucient guère de leurs doléances. À l'état actuel, nous sommes condamnés vraiment à un niveau où nous ne savons même pas quoi dire. Puisqu'on est aussi du comportement du gouverneur de la région de Niamey, qui d'ailleurs on a donné l'ultimatum d'un mois pour pouvoir solutionner tous les problèmes de la région de Niamey. Mais jusque-là, il est dans l'incapacité et il ne se soucie jamais des problèmes des scolaires de la région de Niamey pour pouvoir faire de cela son problème personnel. Mais il a pris notre plateforme revendicative et l'a jeta dans son tiroir. Jusqu'à présent, il ne nous a pas appelés en négociation. Passé ces délais, nous, en tant que section lycée et collège, nous avons 1000 méthodes de revendiquer nos droits et nous allons le faire. Tant que leurs doléances ne sont pas prises en compte, la section collège et lycée estime qu'il n'y aura pas de rentrée à Niamey. Nous le disons haut et fort. Tant que ces chantiers n'ont pas pu démarrer, qu'ils mettent à leur tête que vraiment, même si ils chantent, ils vont faire une rentrée politique, nous on ne serait jamais d'accord. Qu'il plaît ou qu'il neige, nous pouvons faire face à qui que ce soit pour revendiquer nos revendications comme ça se doit. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Si ils pensaient en nous jetant des gaz lacrymogènes ou bien en nous assassinant, cela peut faire en sorte qu'on recule par rapport à nos revendications, mais plutôt cela nous donne le courage d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Et nous allons continuer à le faire jusqu'au bout. Et s'agissant des écoles qui sont inondées et des classes qui ont besoin à ce que ces classes soient réfectionnées, ça n'a pas été le cas dans toute la région de Niamey. Rien ne nous prouve que ces autorités ils ont l'intention à ce que la rentrée soit faite comme ça se doit. La section collège et lycée s'est dit ouverte au dialogue. Elle a par ailleurs
compatir à la douleur des familles victimes de la secte Boko Haram, mais aussi ceux qui ont perdu la vie au cours des différentes inondations. À Zander, les agents de santé publique sont en grève depuis hier sans service minimum. Un arrêt de travail à l'appel du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS section de Zander qui exige le paiement des arriérés de salaire. Précision avec un des membres du SUSAS Zander. Une grève pour le non-paiement du salaire du mois de juillet et le mois d'août. Nous ont déjà proposé depuis le août les tiers du salaire. On a refusé les salaires techniques. On a travaillé ensemble. Il faut que tous les agents soient payés ensemble. Ils ont fini avec les viétages. Ils ont fini avec les agents de pic. Ça reste les agents qui sont au niveau de banque. C'est juste 48 heures. Et on ne pense pas que ça doit finir normalement sans qu'il y ait des réactions. On a fait des grèves avec service minimum. On n'a pas eu gain de cause. C'est le seul hôpital qui reste impayé. Il y a d'autres même déjà qui ont commencé avec le mois d'août. À notre niveau, on pense que ce problème a déjà un début de solution. Il y a déjà le viétage, on a déjà fini de payer les gens. Ça ne reste que les gens qui sont abonnés au niveau des banques. Là aussi, on a eu la confirmation qu'aujourd'hui, au plus tard le soir, le gouvernement va être fait. Ça ne dépend pas de nous. On était dans les banques. Cette fois-ci, comme il faut passer le trésor, tout ça, là, vraiment, c'est la première fois encore pour un hôpital de référence. Il y a beaucoup de risques. Tout ce qu'on peut passer de Depuis quelques jours, la population de Niamey est confrontée à une rupture de gaz butane, un produit très sollicité en cette période de pluie, mais aussi le jour de fête pour la cuisson. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Sadou Demi. C'est en file indienne sous cette chaleur torride et d'autres engins que ces gens se sont rués vers les fournisseurs de gaz butane pour s'en procurer cette denrée qui devient de plus en plus difficile à trouver dans la ville de Niamey. Les consommateurs ne cachent pas leur mécontentement face à cette pénurie. C'est même inadmissible dans un pays tel que le Niger, producteur du pétrole, et qu'on dise qu'il y a une rupture de gaz, surtout en ce veille de fête. Bon, je suis dans la ligne. Je ne sais pas si j'aurai accès à une bouteille pleine ou pas. Depuis 2 semaines, il y a une rupture très serrée à Niamey, donc je suis à la recherche du gaz depuis 2 semaines, donc raison pour laquelle je suis venu ici pour pouvoir charger mes bouteilles de gaz. C'est un peu dur parce que quand tu viens, tu dois te mettre dans le rang d'abord, et puis j'étais là hier, c'était pareil, le gaz était fini, donc aujourd'hui je suis revenu, je suis à la pause, donc c'est pourquoi je suis revenu pour voir encore si je peux trouver. Vraiment c'est difficile parce que un pays comme le Niger qui est producteur de la matière, et c'est pas bien que les gens soient sous ce chaud soleil et puis vraiment c'est un peu grave quoi. Les autorités n'ont qu'à voir c'est quoi le problème. Ils nous ont dit qu'il y a une rupture depuis Soraz, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Nous sommes venus à la recherche du gaz bien sûr, et donc vraiment nous sommes en tout cas dans un calvaire parce que je ne peux pas comprendre que tout un grand pays comme le Niger et qu'il y a une pénurie de gaz et que les gens ne s'en sortent pas. Et à 2 jours de la fête, les gens souffrent. Donc normalement ils doivent mettre quand même leur mécanisme en tout cas de telle sorte que si vraiment il y a des gens d'événements, quand même qu'il n'y ait pas une pénurie. Cette pénurie est due à une faible fourniture de gaz par la Soraz, estime un des responsables de la société nigérienne des hydrocarbures, Sony. En ce moment, nous recevons tout au plus une citerne par jour pour Niamey, alors qu'auparavant, on avait 3 à 4 citernes pour Niamey, en tout cas pour Sony. Cette difficulté, l'explication, elle réside dans ce que nous recevons de la Sonidep. Parce que c'est la Sonidep, en tout cas, qui a le monopole, si j'ose dire, des produits pétroliers au Niger, et c'est auprès d'elle que nous nous approvisionnons. Donc nous ne pouvons donner à notre clientèle que ce que nous recevons. Le message, il est certain que c'est difficile pour nous, et je comprends que c'est très difficile pour eux. On nous a tous poussé, tant le consommateur aujourd'hui que nous-mêmes qui sommes distributeurs, donc à aller dans le gaz, qui est une activité dans laquelle nous croyons fermement et nous avons beaucoup investi. À peine le client, nous le comprenons parfaitement, et donc ce que nous souhaitons, c'est que ceux qui détiennent la clé de cette difficulté, qui est donc l'État du Niger,
de faire en sorte qu'on trouve une solution, en tout cas au plus pressé, au plus urgent et disons pour le bien de tout le monde. Pourquoi à chaque fois une pénurie de gaz au moment où la population a tant besoin de cette denrée? Les autorités en charge des hydrocarbures doivent avoir un œil regardant par rapport à cette situation afin de mettre fin au calvaire des consommateurs. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a organisé ce jeudi une conférence publique à Torodi dans la salle de conférence de la mairie sous le thème « Promouvoir la bonne gouvernance à travers le renforcement des moyens d'action des communautés pour une meilleure responsabilisation sociale des communautés à la base afin d'améliorer les prestations des services ». Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Abdul Nasser Seydou. C'est une salle pleine à craquer qui a suivi et participé avec attention à cette conférence publique organisée par le ROTAB avec le soutien financier de Osiwa sur le thème « Promouvoir la bonne gouvernance à travers le renforcement des moyens d'action des communautés pour une meilleure responsabilisation sociale des communautés à la base afin d'améliorer les prestations des services ». C'est une conférence publique dans le cadre du projet Osiwa en vue de pouvoir donc sensibiliser et former les citoyens pour avoir donc des activistes en vue d'avoir une citoyenneté responsable à travers le contrôle citoyen de l'action publique. C'est une série de 8 conférences, donc ça c'est une première. On va faire aussi 7 autres conférences, dont une ici à Torodi à travers un autre thème qui n'est pas celui-là. Pensons que c'est la seule façon d'approcher le grand public, c'est de donner à des gens qui n'ont pas la voix la possibilité de s'exprimer. Ça leur manque énormément et vous avez vu comment était leur engouement. C'est des cadres qui leur manquent. Donc on a trouvé l'astuce de pouvoir les amener à pouvoir s'exprimer. Et vous avez vu des points de vue très enrichissants qui permettent de faire avancer la thématique, qui permettent d'avancer le développement donc de la commune en tant que telle. Cette conférence publique à Torodi, la première du genre et la première d'une série de 8, a été appréciée à sa juste valeur par les femmes venues en nombre et les jeunes qui se sont retrouvés à travers le thème. Le thème du jour nous a beaucoup impressionnés. C'est un thème que nous avions voulu, on nous amène depuis très longtemps pour pouvoir faire des éclairages sur beaucoup de choses et pour amener les gens à échanger sur les points. Vraiment c'est cette fois-ci que nous aussi on a constaté ça. Ça veut dire que la sensibilisation du ROTAB a commencé à gagner, vraiment. C'est vraiment une conférence qui vient à point nommé. C'est une thématique, c'est-à-dire qui cadre avec nos aspirations avec les activités, c'est-à-dire de notre plan de développement communal. Donc il est tout à fait, c'est-à-dire important que les citoyens sachent, c'est-à-dire les enjeux liés, c'est-à-dire à l'extraction de l'or. Le thème est très pertinent. La jeunesse de Torodi a apprécié à travers ses représentants, on a apprécié beaucoup parce que nous sommes les principaux victimes au niveau des sites aurifères là. Nos jeunes, ils sont, si on peut le dire, à travers l'exploitation artisanale parfois exploitée parce que, et surtout, il y a beaucoup de jeunes qui quittent les bancs de l'école pour aller, ils pensant que là-bas ça va aller. À chaque fois, il y a des nouveaux sites aurifères qui apparaissent. Et que les jeunes ils convergent vers ces sites-là et que d'autres ils gagnent un peu, ils reviennent, ils sont épuisés, d'autres sont malades, ils reviennent. Donc comment rester pour contribuer au développement de sa localité, c'est très important pour nous d'apprendre tout cela. Et que vraiment si nous sommes fiers de voir qu'il y a des organisations comme le ROTAB et avec nos municipalités qui sont en train de vouloir veiller sur les conditions dans lesquelles ces jeunes sont en train de travailler au niveau de ces sites aurifères. Ça permet aux citoyens de comprendre comment se passe la gestion de la chose publique et aussi de pouvoir donner son avis. Donc pour nous, c'est vraiment une très bonne chose et qu'on doit vraiment continuer à appuyer ce genre d'initiative, que ça soit étendu sur toute l'étendue du territoire du Niger. Une conférence publique qui a été un vrai succès et après Torodi, ça sera Gauthier, Arlit et Kirozérine de l'accueillir. Tala National a été face à la presse ce matin. Le groupe a présenté le déroulé de son concert pour le lendemain de la fête de Tabaski au palais du 29 juillet. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Aboubakar Sele.
Fidèle à sa tradition, le célèbre groupe Tal National prendra en otage le palais du 29 juillet, le lendemain de la fête de Tabaski, où il fera découvrir à ses fans et autres amoureux de la musique moderne nigérienne son nouveau-né, son 5e album intitulé Tantabara. Tantabara, c'est le nom d'un oiseau. Un oiseau, pour nous, qui incarne la confiance. Un oiseau, pour nous, qui incarne la noblesse. Et un oiseau, pour nous, qui incarne l'engagement. Donc, c'est à cet effet, ce n'est pas fortuit que nous avons intitulé cet album Tantabara. Donc, cet album, dont je vous invite tous à découvrir, et a sa particularité d'être un album qui permet une ouverture à d'autres talents, à d'autres artistes nigériens. La promesse a été prise par Tal National d'émerveiller ceux qui auront à faire le déplacement d'un spectacle riche en son et en lumière. Nous voulons permettre aux citoyens lambda de participer, d'assister à un concert, d'assister à un spectacle, son et lumière, ne serait-ce qu'une fois de l'année. C'est ce que Tal National s'est fixé comme objectif. Donc, ce que nous voulons offrir aujourd'hui, le jour du concert aux mélomanes nigériens, au public nigérien, c'est un spectacle son et lumière. Vous avez vu un spectacle son et lumière à travers nos différents concerts aux États-Unis ou en Europe. C'est cela que nous voulons restituer dans le palais des sports. C'est un défi pour nous de le restituer. Le lendemain de la fête de Tabaski, Tal produira et présentera un nouveau album Tantabara à un prix étudié pour vous. VIP 5 000 francs plus Araba 2 000 francs plus un CD et 3 000 francs plus Araba 1 000 francs. Parlons du sport dans cette édition. Fin des matchs de poule cet après-midi du tournoi de grandes vacances de la rive droite. Le dernier de poule a opposé l'équipe de Gawai Chelsea à APO Riva. Et c'est le Chelsea qui s'est imposé sur un score d'1-0. Le compte rendu de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Demi. Démarré le 19 août dernier, le tournoi des grandes vacances de football de la rive droite TGV Harobanda organisé par El Haj Adamou Ibrahim Dissisco amorce sa dernière ligne droite avec ses derby qui a mis aux prises Chelsea en orange et Apo River en bleu. Un match remporté par Chelsea sur un score d'1-0. Après 12 jours de rivalité sur le terrain du CS Harobanda, les organisateurs de ce tournoi se réjouissent. Nous, on était satisfaits de ce résultat parce que les gens sont en train de jouer sur le dernier match de poule et c'est le derby qui s'oppose entre Chelsea et Aporivo Football Club. C'est deux clubs, c'est un club qui est divisé en deux et donc c'est un grand derby et aussi l'initiateur du tournoi qui est Alej Adamou a déposé une coupe, une enveloppe grâce à cette ces rencontres pour que les gens puissent avoir du vrai football, pour que le résultat puisse émerger. C'est une enveloppe pour beaucoup motiver les joueurs et parce que pour les motiver et les gens sensibiliser par rapport au fair play parce que c'est ça qui provoque et les gens sont déterminés parce que pour qu'ils puissent voir le public. Vous allez savoir que le public est venu de tous les horizons. Les gens ont fait des placements même au niveau de Gamay pour venir ici à la rive droite pour constater l'évolution du football à la rive droite. Je suis en train de voir les équipes sont en train de jouer avec un esprit de clairvoyance, un esprit de haut niveau, un esprit de fair play et aussi ce qui l'a beaucoup motivé parce que les gens sont disciplinés, ils ont envie de jouer, ils ont envie de se faire connaître et ils ont envie de faire développer leur football. Et le niveau est très haut. Et vous aussi vous encouragez? Et j'encourage beaucoup Alej Adamou pour l'initiateur de ce tournoi-là parce que c'est pas sa première fois et chaque année qu'on fait des initiateurs, chaque année qu'on fait des tournois au niveau de la commune 5, il a pu sur le plan financier, physique et moral. Et vraiment je l'encourage et Dieu nous aide pour qu'il puisse émerger notre football nigérien. Merci. Ce tournoi est un cadre offert aux jeunes du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey de se fraterniser pendant ces grandes vacances. Il faut préciser que 8 équipes prennent part à ce tournoi qui est à sa première édition.
Le MENA national se trouve au Maroc sur invitation de la Fédération royale de football. Sur le sol marocain, le MENA national jouera 2 matchs amicaux ce jeudi contre le Togo et le 5 septembre contre la Mauritanie. Sur les contours de ce déplacement, suivant les explications de El Hadj Sani Ibrahim Di Otis, vice-président de la FENIFOOT. Ce déplacement se situe pour la journée FIFA, qui est une habitude de la FIFA de permettre aux sélections nationales de se préparer. Donc, c'est que nous avons eu une invitation du Maroc qui a organisé des rencontres avec d'autres sélections nationales africaines et que dans un premier temps, nous avons pensé que puisque c'est ce qui a été dit, toutes les charges de ce déplacement et de ce match sera pris par l'organisation. Donc nous avons donné notre accord et nous nous sommes préparés, mais à la dernière minute, l'organisation nous a informé que non, sauf le transport, toutes les autres charges sont prises en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui allons transporter notre équipe au Maroc et du Maroc à Casa, et de Casa à Agadir. Nous avons convoqué les joueurs, ils ont repris les entraînements. Nous attendons, à notre sens, les billets de transport. Donc à la dernière minute, on nous informe que les billets de transport est à la charge de l'équipe ou du pays. Comme vous le savez, normalement une équipe nationale est prise en charge 100% par l'État, que ce soit les matchs officiels et les matchs amicaux de préparation ou bien même la journée FIFA. Donc à la veille de notre déplacement, puisque nous n'avons pas fait un budget à cela, nous avons dit que faire un budget tout de suite et le transmettre à l'État pour qu'on voyage demain, c'est pratiquement impossible compte tenu de ce que nous savons. Nous avons dit que donc vraiment nous ne pouvons pas nous retirer puisque nous avons donné notre accord et que déjà d'autres fédérations sœurs sont sur place et que nous disions que nous ne pouvons pas venir par manque de moyens. Donc nous sommes endettés comme d'habitude au niveau de l'agence qui va nous transporter pour vraiment faire déplacer nos joueurs. Donc eux aussi nous les avons demandé de faire sacrifice. Et quel sacrifice? Parce que nous savons que c'est pas normal que tu convoques un joueur en équipe nationale. Il y a des règles, au moins les primes d'appel et les primes de match. Tu fais venir un joueur de la Hongrie comme comment elle s'appelle, Kalala, de la France ou bien de la Russie ou de l'Israël. Tous ces joueurs, tu ne peux pas venir leur dire que tu ne peux même pas leur donner une prime d'appel ou bien une prime de match. Mais nous les avons dit qu'il faut nous comprendre compte tenu de la situation. Nous aussi nous allons faire des sacrifices. Donc vraiment nous voulons que notre équipe soit en jambes parce que nous avons des compétitions internationales et tout le monde l'a suivi la fois passée. Même les joueurs eux-mêmes disent que ce qui leur manque, c'est la compétition. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas participé à une rencontre de la journée FIFA, faute de moyens. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari.